Salut l'équipe, vous le savez, en ce moment, il est compliqué, voire impossible, de voyager peinard. Sauf pour les Lakers qui, eux, voyagent très bien depuis le début de saison. Pourtant, la NBA n'a toujours pas de franchise à Dubaï et LeBron James n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un Instagrammeur. Et oui, n'en déplaise à Kim Glow et Julien Tanti, depuis la mi-décembre, ceux qui vivent leur meilleure vie loin de chez eux, c'est bien les Lakers. Meilleur bilan NBA en déplacement, la compagnie Lakers Airlines vous offre ses meilleurs services. On oublie le jus de tomate dégueulasse, les cacahuètes trop salées et les mentons dans les genoux. Les Angelinos vous servent en première classe un caviar d'attaque et puis surtout son meilleur champagne en défense. Alors oui, les hôtesses de l'air font quasiment toutes 2 mètres et vont à la muscu tous les jours. Et alors ? Et puis rassurez-vous, en cas de forte turbulence, donnez la balle au King pour un atterrissage en douceur. Car oui, il y a bien un pilote dans l'avion. Le commandant de bord, LeBron James, vous souhaite plus que jamais un agréable vol en sa compagnie. Le copilote, Anthony Davis, a lui aussi remis les mains sur le manche pour plus de stabilité, le tout avec un équipage de luxe. En cabine, non, vraiment, il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour les Lakers. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show avec moi cette semaine dans le canapé, Thomas et Steph de retour. Comment ça va les amis ? Ça va super, ça va, impeccable. Je suis content que Steph soit là. Ben oui, on est toujours content, tu viens pas assez nous voir. Tu viens pas assez nous voir, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'on peut commencer l'émission comme ça ? C'est une déclaration que tu es en train de C'est faire. un petit peu une déclaration. Ambiance délétère, d'ailleurs, Comme chaque fois que tu viens, voilà, tu nous manques. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Comment ça va ? Ouais, mais regarde, si t'habitues aux gens à l'exceptionnel, après ils se rendent plus compte de la chance qu'ils ont. Ça, c'est pas mon Stephen. Une fois de temps en temps, c'est très bien. Non, c'est pas assez. Écoute, pour nous, mais bravo pour cette réflexion qu'on peut qualifier de trou du cul. Aujourd'hui au programme, donc on aura quelques news, on a plein de choses à dire. On reviendra notamment sur le match génial entre les Nets et les Clippers. On reviendra sur la perf de notre cycliste joueur NBA préféré, Frédéric Van Vliet. Le retour du All-Star Game Est-Ouest, c'est plutôt cool. Et Team USA dans le groupe de la France, Steph, je pense que ça va te faire réagir, forcément ça. On aura un débat aussi qui là va te faire réagir sur Luka Doncic, qui fait un début de saison statistiquement plutôt correct, mais son équipe galère plutôt pas mal. Et on aura un grand débat un petit peu tactique, puisqu'on sait qu'en Europe, on aime bien faire faute quand on est à +3 et que l'équipe adverse à la base sur la dernière possession. Pas toujours en NBA, et ça peut coûter parfois cher. On reviendra un petit peu sur sa différence de culture et sur ce changement un petit peu de culture aussi qui arrive en NBA. Doit-on faire systématiquement faute à +3 sur une dernière possession ? On a déjà commencé à débattre, bon, même s'il n'y a pas beaucoup de choses. Mais il y a quand même des philosophies assez différentes. Et puis on finira comme d'habitude avec le quiz de Tom Chiaravino, qui s'est mis au check d'ailleurs. On est ravis pour lui. C'est vrai. On est ravis pour lui. Qui prépare un week-end après, prochainement. Voilà. C'est la suite des événements. Voilà. Vous allez voir plein de choses à voir pour Tom et la Tchèque. Ça sera le quiz à la fin. Il vous en dira plus. Allez, c'est parti tout de suite. Ready B avec les news. 4 seconds down to 3. Hard to step back, fires, that's the game. Allez, on commence avec une première news plaisir, puisqu'on va revenir sur le meilleur match pour moi de la semaine. La rencontre entre les Nets qui recevaient les Clippers. Steph, honnêtement, on s'est régalé. C'est pas toujours le cas sur ce début de saison, sur la globalité des matchs NBA, mais là, on a vu un match de très très haut niveau. On est très fort, très bon match de basket. Tu sais, souvent quand il y a des duels comme ça, on sait ce qu'on a envie de voir et souvent on est un petit peu déçu. Et ben là, ça a été à la hauteur des attentes. Toutes les stars ont été très fortes. J'ai bien aimé ce que j'ai vu défensivement, parce que toi qui parlais souvent de trappe, parfois j'ai vu les Clippers sortir haut sur James Harden pour lui faire lâcher la balle. Bon, après ils se sont fait punir parce qu'autour à Brooklyn, Il y a d'autres bons joueurs. il y a d'autres bons joueurs, mais c'est quelque chose qu'on avait rarement vu. Franchement, j'ai trouvé une petite ambiance aussi play-off. J'ai trouvé une intensité un petit peu différente qu'on a l'habitude de voir en saison régulière. Je me suis régalé. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé un match de bout en bout comme ça, sans checker mon téléphone ou sans faire une petite pause. Donc très convaincu par ce beau duel. Et j'aimerais bien le revoir. Pourquoi pas en finale ? Voilà, fin juillet, quoi. C'est vrai que ça avait des allures de finale NBA. Hein. C'est bien dommage pour les Lakers qu'il n'y ait pas une confrontation entre ces deux équipes avant. Bon, le jeu des conférences fera que ce sera en finale ou rien. Mais t'as le sentiment, c'est vrai que dans le match, que même si chacun garde certains de ses coups dans sa poche, eh bien qu'il joue le match à fond. Et le début de match des Clippers va dans ce sens-là. Et d'ailleurs, on a très peur au tout début parce qu'on dit que les
Nets défendent pas depuis l'arrivée de James Harden, même déjà avant. Et c'est ce qui se passe. Ils prennent 9 sur 11 en adresse côté Clippers. Et quand tu disais que les stars étaient en rendez-vous, c'est ça le principal. Il y a beaucoup d'adresses dans ce match-là. 41% à 3 points pour les deux équipes. Kyrie a été extraordinaire dans ses moves difficiles. Enfin, c'est quand même un joueur c'est un joueur quand il est bien en ses pompes, il fait des choses que peu de garçons peuvent pas faire. Et quand tu vois, il y a Kawhi, Paul George, KD, Harden, on peut dire que l'homme du match c'était Kyrie, et ça montre le niveau du gars quand il est bien luné. Mais moi j'ai vu une espèce de, sur la fin de match, une espèce de hiérarchie du côté de Brooklyn. On se posait la question. Un peu. Moi j'ai vu quand les Clippers doivent faire faute, j'ai vu KD rendre la balle à Kyrie pour que ça soit lui qui aille sur la ligne. Donc est-ce que c'est des prémices de... Ou alors c'est parce qu'il est bien dans son match. Ouais, enfin KD fait 11 sur 13, il met 25 points, 27 points. Il est discret. Les deux tirs qu'il loupe, c'est 2 tirs consécutifs où il prend des jumpers un peu sur transition. Oh, il fait un match d'une propreté absolue. Mais je l'ai vu donner la balle à Kyrie sur la fin. Non, j'ai vu beaucoup. Qui était dans un bon soir. C'est vrai que je pense que la logique un petit peu de chaque rencontre fera que, mais quoi qu'il arrive, moi l'impression que j'ai eue quand j'ai regardé ce match où je me suis régalé aussi, c'est que je me dis, pour moi les Clippers font un bon match. Vraiment, en tentant des coups défensivement, en attaque plutôt, même si Paul George a pas mal vendangé, j'ai trouvé qu'en attaque c'était plutôt assez bien partagé. Je me dis, mais en fait, les Nets, faut pas les envoyer sur un money time. Une fois que tu es dans un money time avec les Nets, c'est trop l'enfer. Mais ça marche pour. Ça marche aussi pour les Clippers, a priori. Mais je vois ce que tu veux dire. Oui. Beaucoup moins. De toute façon, le truc, c'est qu'ils ont 3 des meilleurs joueurs d'isolation de la ligue. Donc, va défendre sur l'un d'entre eux quand il est tout seul dans l'équipe. Alors que là, ils sont tous les 3. Donc, c'est ça qui va être insoluble pour les équipes. Je vais un peu plus loin dans mon idée, c'est que tu peux les contrarier pendant le match. On l'a vu, les Clippers ont essayé de le faire. Ils ont même réussi avec certains petits écarts qu'ils ont fait dans le match. Je pense que tu peux les contrarier en jouant en jouant dur, en faisant des choix défensivement très forts. Mais si jamais eux, ils arrivent par leur talent et que tu arrives dans un money time où il reste 2 minutes 30, 2 minutes. Mais là, après, c'est trop dur parce que c'est là où en fait il y a beaucoup moins de système. C'est balle au mec et balle au plus fort. Et le tir que met Kevin Durant en tête de raquette sur Nico Batum. Hier, en préparant l'émission, justement, je l'ai appelé. Il m'a raconté un petit peu ce match. Dans le quatrième, il prend beaucoup de museaux. Hein. Ouais, mais je lui dis, mais gros, le tir que tu prends là dans la, il me fait, gros, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux? C'est impossible de défendre là-dessus. Ça va trop vite. Le tir, je me dis, en plus, c'est début d'attaque. Je suis sur lui. Je me dis, il va pas le prendre. C'est le début. C'est une possession importante. Il le prend. Tu vois, je suis sur lui quand même, je réagis assez vite. Je fais, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, je prends des museaux comme ça. Finalement, je continue, je vais en attaque et puis je m'en veux même pas, quoi. Il a aussi souligné que l'importance de Pat Beverley. Il n'était pas là et que quelque part, lui a été obligé de s'envoyer du Harden, du Kyrie Irving et du Durant, et que finalement, pour s'envoyer Harden et Kyrie Irving, Pat Beverley avait énormément manqué. C'est vrai qu'il leur manque Pat Beverley que Reggie Jackson. Oui, non, mais ça. Qui défensivement a fait le taf. Tout à fait. Mais qui par contre était cramé début du quatrième. Et on peut imaginer qu'on aime ou pas Pat Beverley, on peut se dire quand même que c'est le mec parfait pour défendre sur Kyrie. Alors que les autres sont des arrières ailiers, Nico, Kawhi et Paul George, donc parfait pour défendre a priori sur KD et Harden, pourquoi pas. C'est vrai que Beverley, ou même d'ailleurs sur Harden, vu qu'il joue meneur, pour aller le chercher un peu comme ça au large, il leur manque un autre défenseur dans cet effectif. Moi, le dernier truc que je veux souligner, c'est qu'ils vont gagner sur un run de 13-0, ils font des stops. Et c'est là qu'on les attend. On a beaucoup comparé à l'attaque des Warriors avec KD, mais les Warriors faisaient les stops importants. C'est là où les Nets peuvent faire la diff en playoff, c'est-à-dire de ne pas encaisser de points pendant 2-3 minutes. C'est ce qu'a dit Kyrie Irving à la fin du match. Il a souligné l'importance de leur défense dans les moments importants. C'est normal. Ils n'ont pas défendu 48 minutes, mais ils ont défendu sur les moments clés. Et on sait que sur les 2 derniers matchs qui restaient, ils avaient pris des 150 points et des 140 points, donc ça fait un peu tâche. Et c'est vrai que c'est... Moi, j'ai toujours rien vu d'organisé défensivement. J'ai juste vu des mecs qui se sont dit, tiens, on va tenir notre duel. Mais enfin, 2 trucs aussi sur ce match-là. J'ai vu Nico défendre sur James Harden, essayer de lui couper la balle, faire des gros efforts, donc ça m'a plu. Qu'il n'a pas payé en attaque. Et j'ai vu... Je suis pas fan du garçon, mais ce que j'ai vu de James Harden m'a plu parce que sur certaines situations, il lâche la balle, il attend qu'il y ait des systèmes des écrans à l'opposé pour les choses sur des sorties d'écran filer la gaufre. Plusieurs fois, il a 2-3 tirs ouverts à 3 points qu'il prend pas, alors qu'à Houston, il aurait déjà shooté 8 fois. J'ai vu un James Harden différent qui m'a plu. Alors après, 3e quart-temps, il y a un énorme passage de DJ Jordan qui fait une diff en protection de cercle, en finisseur sur les passes, qui n'est pas titulaire. Il va finir 2-3 dunks. Il y a cette bascule dans le 3e quart-temps aussi. Et là, tu parlais de Paul George. Paul George souvent va jouer des 1 contre 3 en transition où il va taper le de mur. toutes les stars sur le terrain, c'est celui que je trouve le moins inspiré. Pourtant, il fait un bon match.
Pourtant, il fait un bon match. Ouais. Il a des bons passages, mais il a des passages Comme à vide. Kawhi. Ouais. Il est pas Irrégulier dans la irrégulier. Il y a des voilà, mais je me suis régalé. C'était un super Match de match. très haut niveau. Après les Clippers, donc hier ils étaient à Cleveland où ils ont gagné. Ils finissent un road trip trip, assez ouais. important à l'est. Ils sont un peu sur les rotules aussi. Il leur manquait pas de Beverley. En tout cas, si jamais on a ça En finale, on n'est pas- en finale NBA, on n'est pas triste. on goûtera pas notre Nous, on plaisir. veut du New York, enfin Brooklyn, de préférence, Los Angeles en finale. De toute façon, s'il y a une équipe de New York en finale, je te rassure, ça sera les Nets. Hein. Ou alors, surprise. hein. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Même si on aime bien, on adore les Knicks. Hein. On enchaîne, on reste dans la conférence Est, mais un petit peu plus au nord, où ça caille. D'ailleurs, non, il joue à Tampa Bay. Tampa Bay, Donc, il fait il chaud. joue à Tampa Ouais, Bay il fait pour le coup, chaud. mais bon, c'est Toronto, vous m'avez compris. C'est notre cycliste joueur NBA préféré, Frédéric Van Vliet, qui bat le record de la franchise avec 54 points. Il était un peu struggle en plus sur ce début de saison. Et honnêtement, là, c'est une des perfs de très très haut niveau. Il y a quand même pas mal de mecs qui sont passés chez les Raptors. Battre le record de franchise des Raptors, c'est pas rien. C'est une stat importante pour lui. On rappelle qu'il est non drafté et qui bat Moses pour le Malone. coup Moses Malone qui avait le record de points. 53. 53 tout à fait. Hein, Moses Malone qui est 3 fois MVP et champion avec Philly notamment. Mais c'est vrai que 54 points pour Fred Van Vliet avec 11-3 points, encore une fois record en carrière, ça en dit long aussi sur la nouvelle NBA. On a mis une stat cette semaine qu'on a vue dans je ne sais plus quel match sur NBA TV, où le nombre de joueurs ayant une moyenne de 20 points ou plus en NBA est passé de 11 en 2013 à plus de 40 cette année. Il y a plus de points, plus d'actions, plus de 3 points tirés, donc on va voir de plus en plus de performances de ce niveau-là. Maintenant, on crache jamais sur un mec qui met 50 dans un match de basket, il n'y a pas de souci. Et surtout le nombre de filoches. Mais quand je dis du filoche, c'est la balle qui ne touche même pas le cercle. Ça Comme fait ça. des- Dans ce touche même match-là, pas le filet, c'était incroyable. J'ai une petite stat pour vous. Vous savez à Vas-y. combien il tourne au mois de février, Fred Van Vliet Non, combien À 54 points de moyenne. Il a joué aucun match. Alors je dis qu'il était struggle, je suis un peu Ouais, sévère. mais Il est- je me suis dit, bon, il est irrégulier. Ouais. Il est un peu irrégulier parce À que tu l'image vois, de son équipe. 9, 26, 10, 25, 21, 13, 24, 6, 15, 17, 10, 21, 34, 13. Voilà, il est un peu irrégulier, 35, 27. Il fait quand même une saison Solide, consistante, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu des Up and hauts et des down. bas. Et à l'image de son équipe, c'est ce qu'on leur reproche chez les Raptors, c'est cette irrégularité. Et le tweet, il y a eu un petit tweet de DeRozan qui. Il y a Kyle Lowry, c'est une feignasse. Ouais, il il est a dit, incapable de oh, le perdre. il n'a jamais fait ça dans sa carrière. On adore ça. Les anciens potes qui se truquent. Mais bon, voilà, c'est juste un mec qui confirme aussi que c'est un joueur de très haut niveau. On rappelle qu'il a signé un gros contrat l'été dernier, enfin à l'intersaison. Et Fred Van Vliet, c'est un joueur sur lequel il faut compter. Et c'est une performance de très très haut niveau. Un des acteurs principaux du titre Tout à fait. des Raptors dans le second rideau. Il Quoi. était à ce niveau-là pour la Oui. finale. Mettre des filoches du diable. Good player. Steph, on pourrait assister cette année au All-Star Game. Ouais. Finalement. C'était pas prévu forcément, mais on pourrait voir, je crois que le 7 mars, c'est ça, à Atlanta. Et en plus, c'est le retour pour les anciens comme nous, qui est un petit peu C'est acté, ça conservateur. C'est acté, ça On se dirige C'est vers- dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. Ça se murmure. Et on pourrait revenir en plus, on reviendrait sur une confrontation conf-Est, conf-Ouest. Nous, pour les Ariens, ce que nous sommes, c'est ce qu'on préfère. Non, ma question, c'est c'était acté Est-Ouest. Non, pas je pense qu'il encore, va pas avoir lieu. officiellement. Ah, Pas c'est dans les officiellement. tuyaux aussi. Ok. Très bonne idée. Très bonne idée. Alors que le All-Star ait lieu, ça peut faire grincer des dents, je pense. Vu la D'Aaron situation- Fox, ça lui a fait grincer les dents. Ouais. Pourquoi tu dis ça Parce que tu vas voir, regarde en régie, pap, ça va arriver tout de suite. Il a dit, je vais être franc, je pense que c'est stupide, vu le protocole sanitaire pour un match de saison régulière. Quel est l'intérêt de remettre le All-Star Game? C'est l'argent qui fait tourner la planète. Et il est bien placé pour le savoir, puisqu'il a signé un énorme contrat il y a quelques temps. c'est sûr qu'organiser un All-Star, ça va être très compliqué en termes de mesures sanitaires et tout ça. Maintenant, est-ce que ça peut permettre d'égayer la vie des joueurs NBA, d'avoir une petite journée un petit peu dilettante? Et puis Est-Ouest, moi je trouve que c'est une très bonne idée. Hein, on était un peu gavé par, c'est toi qui expliquais ça, ce truc, la cour d'école, je choisis lui, je choisis C'est une bonne lui. idée, mais bon, en fait, on Est-Ouest- en est revenu, quoi. De toute façon, moi je rêve d'un Europe contre Le problème, c'est que tu laisses- États-Unis contre le reste du Le monde. truc, en fait. c'est qu'il y a plein d'Européens qui vont se retrouver All-Star sans vraiment le mériter au niveau statistique. Et tu vas Pas mettre plein- européen, world plutôt, world. Ouais, et tu, ouais, Oui, World. World Et tu- contre et tu États-Unis. vas mettre, ou même des mecs, et il y a beaucoup de ricains qui vont se retrouver de Team USA, qui vont se Ouais, retrouver Ouais, sur mais le côté. pour l'intérêt d'un match, peut-être que le Pour match sera un l'intérêt peu plus sérieux. Bref, Est-Ouest, c'est très bien. Écoute, sur une journée, je pense qu'ils sont capables de le faire. Tir à 3 points, concours de dunk sur une journée, le match. Il paraît Ouais. du Skills Challenge, a priori, qui serait. Bon, ça, si ça peut sauter, c'est pas dramatique. Hein. Apparemment, c'est celui
celui-ci qui reviendrait. Mais moi, je me régalerais une journée. Écoute, pour les fans de NBA, c'est une bonne nouvelle. Après avoir l'organisation, après les joueurs, eux, étaient peut-être partis dans l'optique de breaker pendant 10 jours. Ouais, c'est aussi ça. Est-ce que les mecs, finalement, disent putain, il faut encore qu'on soit monopolisé pour une journée? Est-ce que ça va pas leur casser la tête? Parce qu'on Surtout que- rappelle que la saison, elle est éprouvante. Éprouvante, il n'y a pas eu beaucoup de repos entre la fin de et puis saison et la les- bulle et le- l'enchaînement. Donc, le Covid fait que les tests Covid, les mecs c'est doivent Qatar, arriver à les mecs- 3h du matin à la salle. Enfin, ils ont des rythmes. 6 heures du à on va 6 pas- h du mat, 6 heures du mat. faire des tests. Donc, Oui, mais 6h du mat, donc du coup, tu te réveilles des fois à 3-4 heures du mat. Faut que tu sois. Enfin, c'est des rythmes très. Quand t'es en road trip, c'est pas cadeau. Sachant que les Lakers ont fait 14 jours de road trip, 2 semaines loin de chez soi. Bon, on va pas les plaindre, évidemment. Non, puisqu'ils ça voyagent, compte, ils voyagent mais tout très bien, compte. comme on a dit dans les Ouais, tutos. mais tout, absolument, mais tout compte. Mais en fait, il y a deux versants. Le premier, c'est qu'à la base, on ne devait pas le faire. Donc, c'est une bonne nouvelle qu'on puisse envisager que ça se fasse, je pense, pour la NBA. Maintenant, est-ce que c'est vraiment sérieux de le faire? Les joueurs ont besoin de se retrouver une semaine aux Bahamas ou je sais pas où, en famille, pour en fait rebondir. À la bourboule, hein, c'est bien. À la aussi bourboule pour arriver en play-off le plus frais possible, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est que le niveau soit le meilleur possible en play-off. Et si on doit faire l'impasse sur le All-Star Game, moi je dis pas de souci en fait. Écoute, on verra. C'est vrai que- Atlanta, il y avait du public d'ailleurs contre les Ouais. Lakers. Il y a de plus en plus de public. Avec de toute Kotsai façon. Karen. Kotsai Karen, c'est elle la star de la semaine Ah ouais, d'ailleurs. exactement. Kotsai Karen, Elle a régalé. qui avait l'air d'avoir un peu trop Ah de ouais. ginto. Hein. Moi, j'aime trop les meufs un peu éméchées qui insultent des méga stars internationales. Vas-y, bitch, sit Avec, down. avec son sugar daddy. Shit the fuck down. Oh là là. Ça, c'est ma NBA, ça. Ah ouais, Ça, c'est ma voilà, NBA. ça, c'est mon Amérique de Donald Trump. On finit avec une info plutôt importante et intéressante. On a eu le groupe de la France pour les JO de Tokyo. Et il y aura des retrouvailles entre Team USA et l'équipe de France. Steph, on sait que tu es un ancien international français, on aime bien le souligner. Jouer Team USA aux Jeux Olympiques, revanchard parce qu'on les a tapés il y a 2 ans en Chine, ça va être un sérieux test. C'est une poule très compliquée, sachant que c'est une nouvelle formule. Maintenant, il y a 3 poules de 4. Les 2 premiers sont qualifiés, les 2 meilleurs 3e pour éviter. Maintenant, tu peux être champion olympique avec 6 matchs. Avant, c'était 8 matchs, mais ça te met une énorme pression parce que les États-Unis vont forcément être revanchards, sachant que cette nuit, Jerry Colangelo a demandé au CIO de pouvoir donner le roster final le plus tardivement possible. Normalement, un mois avant, tu dois donner tes 12, sauf que là, c'est une situation particulière. En NBA, on ne sait pas qui va être en play-off, qui va être en finale, donc il demande au CIO de décaler. On va voir si ça va être accepté. Le vainqueur du TKO de Victoria, il y a 2 grands favoris, c'est le Canada. Et là aussi, on sait que le Canada, si tout le monde est là, Jamal Murray, Shai Gilgeous-Alexander et compagnie, ça peut être une énorme équipe. Ou la Grèce de Giannis Antetokounmpo, mais on sait que Giannis souffre dans le jeu FIBA parce qu'elle est tout droit dans le jeu FIBA. Il y a Les des qualités murs. physiques ne suffisent Il y a pas. des quoi. murs, il y a des murs de temps en temps. Donc c'est une poule très très piégeuse pour les Français qui visent un podium très clairement et pour les filles aussi parce que la poule des filles est sortie. Team USA est dans la poule des filles avec le Japon Et le Nigeria. le pays hôte et le Nigeria qui est très solide. Donc là aussi pas cadeau. Écoute, moi j'espère pouvoir vous faire vivre ça de l'intérieur. J'espère que les jeux auront bien lieu parce que s'ils ont lieu, je serai à Tokyo. Voilà. Eh oui. Voilà, putain. Petite info, Tu vas nous pas régaler, mal, là, pas mal, tu pas mal, pas mal, pas mal, pas veux mal. que tu me ramènes des choses d'ailleurs de Tokyo. Ah bah oui, je veux que tu me ramènes des Des souvenirs. mangas, des mangas, Hein des mangas. Des mangas, entre autres. Des mangas. Tu sais que je suis un mec des mangas. Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'ai regardé Quel genre de dernier- manga j'ai regardé Quel genre le de der- manga j'ai regardé le dernier SNK, je me suis régalé, quoi. Les mutants, c'est quoi? C'est les gitans magiques, là? Non, Ah, les, vous ne me regardez pas, je ne suis pas manga. Alors là, Les tu animés, t'adresses à 2 personnes. je regarde DBZ, je me suis arrêté là. Ouais, donc, exactement. Bon, bref, allez, on a fait le tour des news. Elles étaient plutôt longues. On a pris le temps de parler de plein de choses. C'est maintenant la grosse partie de l'émission. On va parler des Mavs et de leur début de saison un petit peu compliqué. Même si la star, Luka Doncic, lui assure, les Mavs sont un petit peu dans le dur. C'est le débat. Dennis Rodman, if you forget all about the hair and all the tattoos, watching play basketball, he can do. Parmi les déceptions de ce début de saison, il y a forcément les Mavs et donc Luka Doncic, même si lui brille plutôt individuellement. On avait envie de se poser la question et de revenir un petit peu sur ce début de saison. J'ai envie d'aller tout de suite vers vous, les gars. Qu'est-ce qu'on pense de ce début de saison des Mavs? Et forcément, on va avoir un regard particulier sur la star Luka Doncic. Il est décevant le début de saison. Il est décevant puisque Luka, avec les performances de l'année dernière, donc d'une qualification en play-off, certes ils finissent 7e, ils auraient pu finir 5e puisque c'était très serré en termes de bilan. Il nous a tellement habitués à l'excellence individuellement et aussi collectivement que ne pas les voir dans les 8, c'est déjà une grosse déception. Mais en plus de ça, tu y ajoutes quelques changements intersaison et beaucoup de blessures. C'est sûr que Porzingis, qui est censé être son 1 bis, a du mal à enchaîner les matchs et a du mal à continuer à avoir ce niveau qui était très intéressant l'année dernière. Donc voilà, moi, mon premier mot qui me viendrait, c'est très décevant. Steph, c'est ton équipe, les Mavs. Donc Écoute, je vais me forcément, redresser. Oui, bah, parce que l'heure est grave. l'heure est grave.
L'heure est grave. Alors, oui, si on s'arrête sur un constat chiffré de victoire-défaite, oui, c'est plus que décevant, même. C'est Inquiétant. pas inquiétant, mais peut-être l'équipe la plus décevante sur ce début de saison par rapport aux attentes, parce qu'il y avait des attentes, en fait. C'est pour ça que c'est une déception. Maintenant, il y a beaucoup, pour moi, de circonstances atténuantes. Tu as commencé à le dire. Une équipe touchée par le Covid, une équipe qui n'a quasiment jamais aligné son vrai 5 de départ, son vrai starting 5, une équipe où Kristaps Porzingis a du mal à revenir parce que tu t'arrêtes pas de jouer comme ça et tu reviens en étant dominant comme il a pu l'être. Luka Doncic, c'est mon joueur préféré, mais je suis en colère contre lui parce qu'il n'a pas respecté les attentes autour de lui. Un prétendant au titre de MVP ne peut pas arriver dans un état physique comme ça D'accord. sur un début de compétition NBA. Certes, il fait des chiffres parce qu'il a le talent naturel et tout ça, mais son jeu me déplaît parce que je ne suis pas fan de Luka Doncic tireur à 3 points. Pour moi, c'est le dernier bon tir à prendre de Luka Doncic. Ses step back, ça fait kiffer parce qu'on a en mémoire ses step back des paniers pour la gagne. Mais si tu fais le bilan comptable de tous ces step back, je peux te dire que le ratio il est négatif. Il est moins sous les 30%, donc c'est pas bon. Il est à 29% au tir à 3 points. On a une stat là-dessus. Hein. Et puis, Luka Doncic, il faut comprendre aussi que c'est peut-être la première fois de sa carrière qui vit un moment compliqué avec une équipe qui ne gagne pas. Au Real Madrid, Tout à fait. il se frisait les moustaches. Quand tu avais perdu un match, c'était déjà incroyable. Il arrive à Dallas dans une équipe en construction, donc tout ce qu'il fait, c'est positif. Les 2 premières années sont incroyables parce qu'on n'a pas d'attente comme ça. Et c'est la première fois qu'il vit peut-être un moment d'échec. Donc, sans oublier la Slovénie, avec laquelle il a gagné, et donc il était dans un truc de... Il a jamais connu de mauvais moments, et c'est la première fois où, en tant que leader, on lui demande justement de remobiliser une équipe qui est un petit peu dans le dur. Les mots sont un petit peu en conf de presse après match où il est énervé. On voit que c'est un compétiteur, il a la haine quand il loupe le panier de la gagne contre les Suns. On voit le mettre 2 coups de poing sur la table de marque. Mais a du mal à se remettre lui en cause. C'est souvent dans ses speeches, il parle d'équipe en général, et quand tu es le go-to-guy de cette équipe, j'aimerais bien que lui se mette un petit peu plus en avant devant ses responsabilités. Donc je ne suis pas inquiet pour autant, je pense que ça va revenir. Le match contre Atlanta me rassure un petit peu, on a retrouvé une vraie ossature. Maxi Kleber a loupé beaucoup de matchs, et Dieu sait que c'est pas peut-être le joueur le plus kiffant en NBA, mais dans le dispositif des Mavs, c'est un joueur ultra important. Et puis il y a une vraie lacune, mais c'est la même depuis 3 ans. C'est une équipe qui est cata au rebond, je crois que c'est la pire équipe au rebond offensif. Ils sont à 8 rebonds et demi offensifs par match. Même en Euroleague, ils seraient derniers, je crois. Et sauf que ça joue 8 minutes de plus. Ils se font détruire au rebond. Même contre les Hawks, ils gagnent, mais John Collins détruit la raquette. Donc il n'y a pas de big man. L'adresse à 3 points est cata. Et surtout, ça, offensivement, il y a un vrai souci parce qu'ils étaient à 118 points de moyenne l'année dernière. Aujourd'hui, 109. Honnêtement, c'est une équipe qui l'année dernière nous a enthousiasmé, Tom. Mais honnêtement, moi, cette année, quand je regarde les Mavs, déjà, je ne regarde pas les Mavs, je regarde Doncic, puisque j'ai l'impression qu'il se passe quasiment rien autour. Il y a ce truc de... Et pourtant, il y a quand même Rick Carlisle, qui est quand même un coach abouti. Il y a quand même pas mal de choses dans cette équipe-là où tu te dis qu'avec des Tim Hardaway, des Porzingis, que tu peux amener peut-être d'autres variantes dans le jeu. Et finalement, on a l'impression qu'il le regarde jouer. D'ailleurs, on a un tableau où on voit d'ailleurs la saison passée et cette saison quand même, il y a quasiment un différentiel de 6 à 7 points. C'est énorme. Hein. Ce qui est énorme. C'est énorme. Et puis, il y a une autre stat qui est encore plus impressionnante, c'est quand Doncic est sur le terrain et quand Doncic n'est pas sur le terrain, il y a un écart de points qui est assez énorme. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est Doncic ou rien côté Mavs. C'est Doncic ou rien, mais c'était déjà le cas un peu l'année dernière. Pas autant, j'ai l'impression. Pour info, Tom nous le disait hier, ils ont perdu leur coordinateur offensif, qui était Stephen Silas, qui est devenu coach du coup de Houston, avec qui ça se passe bien, avec 6 victoires ces derniers jours, même s'ils ont perdu hier soir. Moi, je ne suis pas étonné par ce tableau. Parce que c'est une stat normale d'une équipe qui est d'un joueur qui est omniprésent. Absolument, mais qui est trop omniprésent. C'est-à-dire que lorsque tu veux viser le très haut niveau, eh bien, tu es obligé d'avoir un sidekick, tu vois, un deuxième mec qui va au moins prendre le jeu à son compte. L'année dernière, mine de rien, Steph Curry avait en lui, et on le voit à Philly, de prendre parfois des coups de chaud par des passes de Luka ou par des pick and roll où il va le jouer. Là, aujourd'hui, qui est capable de faire ça ? Pour moi, personne. Personne, puisque Tim Hardaway peut avoir des coups de chaud. Tim Hardaway, Josh Richardson, moins créateur. Voilà, Tim Hardaway qui était déjà l'année dernière. Regarde, on voit les arrivées et les départs. Ils ont quand même changé leur équipe. Josh Richardson est un joueur plus all-around que Steph Curry, donc il va apporter plus en défense, par exemple, un tout petit peu plus dans la création. Mais Luka est tellement omniprésent à la création qu'en fait, sans dire qu'il ne laisse pas d'espace aux autres, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas un autre mec assez fort pour lui prendre un peu de création du jeu. Ce qui est marrant avec Josh Richardson, c'est que l'année dernière, il arrive à Philly pour remplacer JJ Redick et ça se passe mal à Philly avec Josh Richardson. Où on lui demande d'être un rôle de shooter. Ouais, et de l'autre côté, ça se passe très bien à Dallas avec Seth Curry. Les deux switch.
ça se passe très bien Philadelphie avec Seth Curry. Et ça se passe pas très bien Dallas avec Josh Richardson. Mais c'est pas parce que Josh Richardson n'est pas bon. Non. C'est que Rick Carlisle, peut-être qu'il n'a pas compris qu'il fallait faire jouer son équipe différemment, que Josh Richardson n'est pas Seth Curry. Il faut peut-être jouer différemment. Il l'a avec pas Josh vu l'année Richardson dernière sur le quand même, terrain. déjà, quand on lui a demandé à Josh Richardson d'être dans un rôle de shooter, que ça marchait pas. Ben écoute, A priori, j'ai eu beaucoup d'absents. après Lucas, il faut pas se voiler la face sur ce garçon. Il fait du James Harden, mec. Bah, bien sûr. Il a le ballon en main Bien sûr. en permanence. Il fait des passes, il fait des rebonds et il score avec beaucoup d'ISO. Alors de temps en temps, Tout à fait. et Porzingis m'exaspère un petit peu parce que mec, il abuse du pick and pop à outrance. Moi, il me fatigue à envoyer. Reste un peu sur Lucas avant de parler Ok, de d'accord. trucs. Parce qu'il y a un truc, là où tu as raison, c'est que. Non, mais restons un peu dessus. Parce que tu as fait une prise de parole tout à l'heure, je te le dis maintenant. Hein, devant c'était tout le monde. T'as tout dit, gros. Ah ouais. D'ailleurs, Alors, c'était- moi, je pensais qu'on allait partir sur le focus derrière. Alors, c'était brillant. Moi, je pense C'était qu'à la fin de ta brillant, page, je dis, tout de suite, on va sur le focus. Comme tu me lances, vas-y, vais. Ah ouais, Voilà, voilà, y aller, apparemment. tu viens du Mont Blanc. On va t'appeler Manu, moi, de ma touche. Bon, non, mais on t'embête. Mais là où tu as raison, c'est D'ailleurs, que. faute, gros. A priori, il y a faute, là. C'est Lonnie Walker. Ça explique le mauvais début de saison. Non, mais où tu as raison, c'est que Luka, en fait, très rapidement, dans le jeu des Mavs, est devenu un James Harden. Donc, il joue tous les ballons à son rythme. Et quand je dis à son rythme, c'est À 2 à l'heure. tranquille, voilà. Avec peu de courses, avec peu de relances, trop peu de relances à mon goût. Et ça, en fait, ça pose un problème parce que il est peut-être très très fort, mais les défenses s'adaptent. Soit tu es à un niveau de MVP et il l'a été l'année dernière, soit rapidement, et en fait, les autres ont du mal en fait à s'éclater autour de toi. Parce que prendre des staggers, prendre des tirs, prendre des machins, mais jamais être un peu en confiance sur du rythme, sur du dribble pour des joueurs aussi forts, autres que Lucas, ça peut porter préjudice. Et surtout quand Lucas n'est pas dans un très grand jour, et là, ça se voit tout de suite. Moi, je vous dis. Sans parler des fins de match. Ouais, vous c'est dites- encore un autre Voilà, problème. vous dites, on n'est pas inquiet. Moi, j'ai presque envie de commencer à l'être parce que, et j'ai une question pour vous là-dessus, c'est est-ce que quand tu es si jeune, parce que tout est allé très vite pour Luka Doncic, tu l'as dit Steph, il est arrivé chez les Mavs, déjà, même s'ils ne sont pas là en playoff la première année, tout de suite ça a amené un petit peu de lumière. L'année d'après, il va en playoff, d'ailleurs ils font des playoffs plutôt bien sûr, un très tir intéressants, extraordinaire, avec un tir extraordinaire face aux Clippers, tout est oui. allé très vite. Et j'ai l'impression aujourd'hui que Doncic, très jeune, mine de rien, est installé dans cette franchise et qu'il a déjà pratiquement carte blanche sur tout. Et est-ce que ça, pour le futur, c'est pas peut-être un problème? On l'a vu avec d'autres, tu le compares notamment à James Harden, à qui on a filé carte blanche à Houston. On a vu finalement qu'ils sont cassés les chicots, même s'il y a eu des mecs comme Chris Paul quand même qui sont venus jouer avec lui qu'une année ou deux, je sais plus. Il y a eu Westbrook. Est-ce que le fait qu'aujourd'hui, Doncic, moi j'ai vraiment cette impression quand je le vois, qu'il fait un peu ce qu'il veut, il est quasiment joueur-coach. Est-ce que ça, c'est pas peut-être un problème pour les Mavs futurs aussi? Vas-y, parce que j'ai beaucoup parlé tout à l'heure, il me faut 1 minute 30 de... C'est pas un débat politique. C'est pas un débat politique. Moi, je dirais non, en tout cas. Moi, je dirais non pour un truc simple, c'est que au vu du talent du gars, T'es obligé. T'es obligé de T'es aller comme ça. obligé, Bah oui. t'es obligé de donner carte blanche parce qu'il fait beaucoup trop chaud sur le terrain. Joueur coach, je suis pas d'accord. Moi non Je suis plus. pas d'accord. J'ai vu une petite embrouille d'ailleurs sur cette saison en disant il reprochait à Rick Carlisle pourquoi t'as pas demandé temps mort où Tout à fait. ils prennent C'est pas ce que je dis, donc. pour la gagne. Bah, Oui, mais il a le droit, justement. il a le droit d'être en désaccord avec son coach. Ah oui, oui. Mais de le dire sur le terrain devant. C'est pas le seul. C'est pas le seul de en le NBA dire- à être désaccord avec son coach. Certes, mais de le dire devant tout le monde sur un terrain, c'est déjà peut-être. C'est ça que. Ça tu dépend vois, de leur relation. Ça dépend de leur relation. Alors, je n'ai pas les infos exactes, mais quelque part, on a tous été ici en désaccord avec nos ça, coachs. oui, Certains D'autres plus que certains plus souvent que d'autres. Certains plus souvent que d'autres. Il n'empêche que faire montrer sur le terrain ton désaccord avec ton coach, c'est déjà. C'est là que je dis, est-ce qu'on lui a pas déjà peut-être donné trop de pouvoir? C'est une bonne question. Après, Luka n'est pas un joueur de 21 ans normal. C'est vrai. C'est que t'as raison si c'était un jeune branleur un peu, mais Luka est tellement déjà un joueur abouti d'abord. Il a connu tellement de choses déjà dans sa, certes, jeune carrière, mais qui a commencé très fort, Steph le disait tout à l'heure, qu'en fait, tu es obligé de le prendre, pas comme un vétéran, mais en tout cas comme le mec sur lequel tu te bases. Je suis persuadé que dans le vestiaire, sa place, elle est légitime, en fait, par sa place sur le terrain. Et donc, dans le discours, moi, j'ai aimé ces réactions d'après-match où tu sens la frustration, ça c'est clair. Un colérique. Mais ouais, c'est absolument, c'est un colérique, et ça doit se ressentir dans ses performances d'après, dans les réactions. Et dans le match hier à Atlanta, tu le sens, alors il est c'est toujours le même joueur Oui. dans le contrôle et tout ça, mais ça doit se sentir aussi sur ses coéquipiers. Et c'est peut-être là où ta théorie elle rentre un peu en ligne de compte, mais je pense c'est un peu tôt pour dire est-ce qu'ils ont bien fait de lui donner plein pouvoir. Aujourd'hui, ils ont bien fait, Non, parce que mais c'est le meilleur Oui. environnement pour lui de toute façon. Celui-ci. Après Luka Doncic, il y a un autre côté du terrain aussi. Il faut qu'il fasse des efforts, mec, défensivement. Il est à la limite de l'acceptable. Hein. Moi, je le vois des fois se branler la nouille. Hein, James Harden.
À l'époque, être hein. battu, pas faire des rotations, pas aller chercher les bouts de chaîne. Donc là aussi, il doit ça- s'activer. Et tout ça, ça rentre dans ma théorie est-ce que trop de crédit. Évidemment qu'il faut construire autour de Doncic, que c'est un mec extraordinaire sur qui tu dois te dire dans 5-6 ans, je veux monter une équipe autour de lui pour jouer un titre. C'est ça, c'est comme ça que moi je vois les choses. Et aujourd'hui, évidemment, donner les clés du camion à Doncic, moi je lui donne même le double s'il veut. C'est pas la question. Tu l'as pas Mais perdu, quoi. Ouais, mais Hein regarde. C'est ça, ouais. Bon, c'est un autre problème. Mais Est-ce que tu penses pas que. Là, tu vois, quand on prend le bilan purement comptable, on est d'accord pour dire que c'est plutôt décevant. La réalité, c'est qu'ils sont à 9-13 et que les 8e, c'est les Spurs, sont à 12-10. Donc, Mais c'est pour ça il y a que moi, absolument c'est pour ça que je suis pas rien inquiet, de moi. définitif. Voilà, il n'y a rien de définitif. On rappelle que Dwight Powell a raté des matchs. On sait combien il est important. Sa blessure l'année dernière a été catastrophique. Porzingis, tu l'as dit tout à l'heure, et là, on peut aller sur Porzingis si tu veux. peut y aller. Mais, et là, on peut rentrer au-delà du rôle de Doncic. C'est plutôt la manière de faire jouer ses coéquipiers qui peut nous poser des questions. L'année dernière, on avait tous été très étonnés de voir qu'en fait, Porzingis jouait comme Brook Lopez. Donc, un mec de très très grand, très fort au contre, mais toujours au large. Mais vraiment toujours au large. ça, on le savait. Non, parce qu'en fait, hier contre Atlanta, moi je l'ai vu être agressif sur le Il a dribble. mis deux dunks, Voilà, fin de main à main, il a voilà, tiré, fin il de a main à main, dunké. le gars il avance un peu, bam bam, c'est Solomon Hill qui est censé pouvoir défendre Oui. sur des mecs un peu plus grands, on va dire comme ça en extérieur. Porzingis ne doit pas se contenter d'être pick and pop, Ah, bah. shooter externe à 2 mètres de la ligne, il doit aussi être agressif, aller chercher des fautes. Et là, ça va complètement changer le jeu d'alternance des Mavs. Christophe, il a pris quelques insultes quand je suis dans le canapé. Hein. Normal, Faire que mérité. faire que des pick and pop à 8 Ah, mètres. il est fatigant, et tirer. hein, ouais. Moi, alors, oui, quand ça tombe dedans, tu dis, oh, il est incroyable. L'année dernière, Le voilà, mec, c'était quand tu incroyable. fais 0-3, Bah, 0-4, tu vas dire, grand, tu fais 2-21, gros, tu veux pas aller chercher un petit pick, un short roll, ou aller driver, ou aller faire du post-up, tu fais 2-21, grand, t'as des fadeaways, et t'as tout ce qu'il y a en magasin. Il est frustrant comme joueur. Alors oui, quand ça tombe dedans, quand il fait des 5-8 ou des 6-9, t'es en extase devant ça. Mais je pense qu'il a moyen de faire autre chose. Et le pick and pop à outrance, quand tu fais 2-21, moi, ça me Il y a fatigue, mieux en à fait. faire. Moi, ça me fatigue. L'année dernière, Carla, il avait dit qu'en fait, nous, on ne comprenait pas pourquoi il jouait pas un peu plus de post-up vu sa taille et son adresse. Mais Carla, il avait dit très clairement, rapidement dans la saison, qu'il était bien plus efficace au large pour mettre du spacing et laisser Luka faire ses trucs, plutôt que de le mettre en bas où en fait, Oui. il subit trop Parce- le physique des adversaires. Parce qu'en fait, Lucas est injouable dans le petit périmètre. Et d'ailleurs, les défenses s'adaptent. Elles lui disent, vas-y, mec, tu veux faire ton step back à 3 points, c'est pas grave. Toute la soirée, tu peux les prendre. Mais par contre, on va éviter qu'une fois qu'il dribble à 4-5 mètres. Driblote, c'est le mot. En général, c'est compliqué à prendre. Et c'est vrai que si tu mets Porzingis dans la raquette, ça met du monde dedans. Maintenant, Mais là, on parle d'alternance. Porzingis, Oui. tu peux l'amener sur. Bien sûr. On va pas en faire un. Shaquille O'Neal. On va pas en faire un Shaquille O'Neal Non. de Porzingis. Ce qu'on Mais- veut, c'est de l'alternance. Ouais, mais le problème, c'est que si ce mec-là se retrouve toujours à 8 mètres du cercle et que les Mavs sont une des pires équipes au rebond, quand tu as un mec de 2,21 m qui prend 8 rebonds par match, peut-être qu'il soit un peu plus près du cercle pourrait peut-être t'apporter d'aide au rebond et un peu de rebond en fait. Thomas le disait, Porzingis, c'est censé être le 1 bis. On le disait juste avant aussi, avec un mec comme Doncic, un joyeux comme Doncic, je pense que dans 5-6 ans, tu dois construire autour de ce mec-là une équipe pour jouer le titre. Alors, comme beaucoup essaient de faire, mais j'ai quand même l'impression que ce mec-là, on a Utah, Donovan Mitchell, j'ai l'impression que quand le Dallas a Doncic, c'est plus fort, c'est au-dessus. Donc, les Mavs doivent avoir cette ambition-là un jour de se dire, de construire une équipe pour que Doncic puisse jouer le titre. Est-ce que Porzingis a vraiment ce profil d'être le numéro 2 pour une équipe qui veut jouer le titre un jour? En tout cas, ils l'ont pris pour Moi, ça. je pense pas. Ils l'ont pris pour ça. Ouais, moi, je dis non. Après, il est trop fragile, mec. Ouais. Ah ben oui, Putain, merci. tu peux pas, même en saison régulière, tu peux pas viser le très haut du classement avec un mec qui va peut-être te jouer 50% des matchs en fait. Donc il va te baiser la saison régulière parce qu'il va être là un match sur deux. Ils ont saisi une opportunité quand ils ont fait le trade. Envoyer des Smith Après, t'as fait le Junior. premier à pleurer hein, quand Porzingis est parti. des Knicks. Non. Ah, t'étais content. Bon, non, quand même. Non, alors, je t'ai pas dit que j'étais content, mais honnêtement, pour les mêmes raisons que tu viens d'évoquer, souvent pété, j'avais pas l'impression qu'il avait les épaules. Alors en plus à New York c'était pour être numéro 1, c'était même pas numéro 2 ou un bis. Pourtant, il a été deux Donc All-Star pour moi et tout. il avait pas les épaules, ça gagnait pas de match. Et moi je te dis, avoir un grand sgeg de 2,20 qui envoie que des merguez 4 mètres derrière la ligne, en fait tu construis rien là-dessus. Et la suite de ce qu'il fait à Dallas dans une franchise plus structurée avec une méga star à côté, ça me conforte dans l'idée qu'à New York, il aurait jamais amené New York là où ils espèrent aller. Moi, en fait, je le trouve super dur parce que il est encore très jeune. Il a 25 ans aujourd'hui. Là, je regardais vite fait. Il Non, me mais reste- ça passe vite, 25 ans. Je suis d'accord. Pour moi, c'est plus très jeune, 25 ans. Ouais, t'as raison. Il doit rentrer dans un truc où il doit enchaîner. Il est payé comme une star. Donc, il a 30 millions jusqu'en 2024. Il a une player option 2023-2024. Il est payé pour être All-Star chaque année dans une équipe qui doit être en playoff chaque année. On peut lui reprocher sa fragilité, évidemment, mais on peut pas lui reprocher
le potentiel qu'il a. Parce que moi, je suis sûr que si un jour... C'est un je touche du bois, fantasme. ça Moi, peut- je vais te dire, Non, pour moi, ça, Porzingis, c'est un fantasme. ça peut devenir un fantasme s'il confirme jamais. Mais la réalité, c'est qu'il est quand même archi complémentaire de Luka. Ça reste quand même un joueur unique. Bah ouais, il est archi D'où complémentaire son de surnom, Luka. Unicorn. Oui, très bon. Il est très complémentaire, donc si lui il est à 100%, ils ont tout pour être en play-off. Alors le titre, c'est encore autre chose. Steph, on aura le il est temps d'en vraiment parler. complémentaire de Doncic. Moi, je vois Bah oui, Doncic si. qui abuse d'un tir à 3 points, qui a beaucoup la balle, et je vois un mec qui est aussi très au large. Est-ce qu'on n'aurait pas... Ils n'auraient pas intérêt à peut-être trouver un mec avec un profil un petit peu plus touche-à-tout autour de Doncic? C'est-à-dire, tu voudrais quoi? Enfin, pas forcément un joueur, mais quel profil? Parce qu'aujourd'hui, leur poste, c'est Wittgenstein. un poste 4, Ah, tu vois. Stein, oh putain, je l'ai fou. Mais je sais, Un c'est leur- c'est un aujourd'hui, poste c'est leur 4 un peu plus besogneux, tu vois. Ils ont besoin de talent. John Collins. Pour moi, ils ont besoin de talent. Tu me parles de titre. John Collins, il met C'est pas avec un 35, hein. besogneux, c'est pas avec un besogneux que tu vas aller au titre. père des Mavs. Ouais, il a... Ouais, d'accord. C'est avec ça que tu vas aller au titre. Non. Ah bah, Moi, je pense qu'il faut Moi, rajouter je- un faut autre du- joueur à ces deux-là. Ah oui, un vrai numéro 2. Oui. putain, bah, ok. Non, mais parce que alors, c'est là où et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce débat. Ouais, Big Man. C'est que je me dis, alors Luka Doncic à l'été 2022 pourra signer un contrat le Megamax. L'été prochain. C'est de l'été À partir 2021. de l'été prochain, il va pouvoir, Ah, après voilà. sa troisième saison, signer un énorme Voilà, contrat. très bien. Ce qu'il signera. Hein. Ce qu'il signera parce que c'est prendre le max, très bien. Maintenant, je me dis qu'on le compare beaucoup à Nowitzki aussi, parce que l'Européen qui arrive à Dallas, en qui on croit, qui on donne les clés du camion, très bien. Mais le basket, quelque part, change. Nowitzki a fait ce choix-là d'une fidélité rare. On voit quand même qu'il y a beaucoup de joueurs. Anthony Davis s'est barré des Pelicans, on voit que des joueurs se barrent. Est-ce qu'on peut imaginer? Alors, il faut se projeter un petit peu loin, mais moi, c'est une question que je me pose, c'est est-ce qu'à un moment donné, si Dallas n'est pas en mesure de construire une équipe pour jouer le titre avec Doncic, de l'imaginer se barrer? Parce que rien ne nous indique qu'il pourra avoir la fidélité d'un Nowitzki. Moi, j'y crois pas un Moi non instant parce plus. qu'il a cette culture, il a cette culture européenne il a toujours été fidèle au Real Madrid. Il a connu qu'un club en Europe. Fidèle au Real Madrid, t'es arrivé à 14 ans, il est parti à 20, à 19. Ça fait 6 ans. Oui, d'accord, mais tu voulais qu'il aille où? Non, mais il a rien connu d'autre. Il a rien connu d'autre. Il arrive dans une équipe qui lui donne tout ce qu'il a envie, où il est épanoui. T'es le premier à nous dire, je te dis que c'est un gagnant de folie. Ouais, Ah oui, mais pourquoi mais tu il a poses pas pas la encore question- pourquoi tu poses pas la question sur Damien Lillard alors? Bah ouais. hein. C'est la même en fait. Et moi, je Damien trouve Lillard, que- peut-être qu'il sera jamais champion NBA toute sa vie, mais il restera à Portland. Et surtout, l'environnement Mavs, il est extraordinaire. T'as Oui. un propriétaire extraordinaire, t'as un coach en place, t'as Donnie Nelson qui est là depuis toujours en general manager. T'es quand même dans un endroit, Ouais, contrairement aux c'est une Pelicans, par situation exemple, idéale. Anthony Davis. Bah oui, pour moi, c'est la Situation meilleure idéale. situation. Il pouvait pas, on le savait, mais 5e choix, Luka à Dallas, c'était un truc. C'était écrit, ça, ouais. c'était un fantasme. C'était écrit, mais en fait, c'était inimaginable tellement c'était incroyable. Donc, peut-être que dans 5 ans, il voudra partir parce qu'il joue pas les playoffs. J'espère qu'il ne Pas pense les pas à ça à playoffs, Dallas. pas les playoffs, le titre, vraiment. Parce que, honnêtement, je reste Ils ont- persuadé. laisse-les je reste bosser persuadé- avant de penser à ça, Non, quoi. mais on se projette. On a fait un débat Bah un ouais, petit mais peu. bon. On a beaucoup parlé de cette saison. Et j'aime aussi me projeter. Et je me dis que t'as un mec unique, un joyau qui, au bout de 2 ans NBA, fait des saisons de MVP. Donc, forcément, c'est un mec, si à un moment donné, il se retrouve jamais avec une équipe où tu commences la saison où tu dis moi, je vois les Mavs gagner cette saison, ça sera quand même un vrai échec. Oui, bien sûr. Parce qu'on a envie, on est tellement loin de ça. Oui, mais ça fait. Mais tu sais, Mais très bien, tellement tu sais- loin de tu ça. sais très bien que la NBA, c'est aussi anticiper les choses. Et moi, j'aime bien, dans nos débats, ben, aller un peu plus loin. Je l'entends, je l'entends. J'aime bien me projeter, j'aime bien anticiper. Le mec, il est en train à 14h, il fait sa valise. Non, mais je sais pas, Attends. je sais pas où il va. Le gars, il est arrivé à 2 ans et demi. Voilà, on pense déjà. J'aime bien me Laisse-le projeter, tranquille. Laisse-le bosser. Laisse-le voir si Porzingis peut faire 40 matchs dans une saison. Je veux des playoffs, tout ça. Laisse-le voir On si en est là. Porzingis peut faire 40 matchs Oui. dans une saison. Non, mais On en est viens- là, quoi. Non, mais avant de juger s'il doit se marier ou pas, moi, Mais alors, j'aimerais écoute, moi, qu'il fasse tu sais, cette saison moi, qu'il va aller en playoff moi, dans cette cette année. émission, je suis dans un rôle de poseur de questions. Je pose des questions. Bah Si- alors, ah réponds-y, non, mais alors, apparemment, vous êtes tous les deux sûrs que monsieur va passer 15 ans ou 20 ans chez les On Mavs. n'a pas dit Tant ça. mieux. On a dit dans 5 ans, on aura le temps de refaire Non, un mais débat. moi, je crois sincèrement que quand tu as un joyau comme ça, et même si c'est Dallas et que tu bosses bien, tu dois déjà avoir en tête. Mais tu crois qu'il réfléchit pas à ça, Mark Cuban, Ben Boston ouais, et mais quand tu compagnie? vois que ton Porzingis c'est ton numéro 2 et que finalement c'est bancal et que tu vois que tu as laissé partir de Seth Curry parce que cet été je reste persuadé qu'ils n'ont pas fait forcément des bons choix à l'intersaison, ben tout ça, c'est déjà des trucs qui peuvent rentrer en ligne de compte que aujourd'hui tu payes pas cash, mais peut-être que dans 2, 3 ans, 4 ans, tu peux payer cash des mauvais choix. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé.
Ça fait 20 matchs qu'ils ont. Que la saison a Mais non, commencé. non, mais, Non, mais ce que je veux mais dire, ça, c'est c'est que. une réponse de merde. Mais que tu non, me donnes. parce que là, tu es en train de me. En fait, c'est comme si tu disais qu'aujourd'hui, ils avaient fait que des mauvais choix. Pour l'instant, ils ont eu tellement de blessés et tellement de circonstances atténuantes. Il a qu'à déjà arriver en forme, On va pas- Lucas en tu vas- début de saison, tu- avant de penser Là, j'ai à se l'impression barrer. j'ai l'impression que t'es en train de remettre tout en cause Ah ouais, pas du tout. la Il est en vision, playoff la vision l'année des dernière, matchs mec. parce qu'ils sont à 9-13 Ah parce que ouais. le début de saison a été Alors, compliqué. pas du tout, vous avez rien compris à ce que je vous demandais, mais c'est dis-moi. pour ça va me permettre d'éclaircir mon propos. Je suis en train de me dire que les Mavs, déjà le coup qu'ils ont fait à la draft de récupérer Doncic, c'est du génie. Maintenant, je pose la question, est-ce que cette franchise-là va réussir à construire une équipe pour que ce mec-là puisse jouer le titre. Eh ben, on Moi, verra. quand je vois leur premier choix de dire tiens, Porzingis, ça va être le numéro 2 pour qu'on aille un jour jouer le titre avec Doncic, j'ai déjà un doute. Quand je vois cet été que Seth Curry part et qu'on prend George Richardson à côté, je trouve ça un peu curieux. Voilà les interrogations. J'ai pas de certitude. Effectivement, peut-être que il y a plein de raisons. Il y a un tableau d'ailleurs qui explique les 3 raisons aussi de ce mauvais début de saison des Mavs. Et ça se passe pas que sur le terrain parce que Covid, parce que des blessures. Et tu as raison, quand Powell n'est pas là, au niveau du parler du rebond, C'est le seul qui a ce profil-là. c'est une catastrophe. Il va falloir quand même un jour leur trouver un grand, un peu sérieux aussi. Depuis Tyson Chandler, il cherche. Voilà, parce que depuis Tyson Chandler, il cherche. Donc, en fait, avec Doncic, qui est trop fort, mais qui arrive un peu hors de forme, qui est un peu dans des excès de je porte trop la balle, qui défend pas une cacahuète, tout ça, ça me pose des questions, de me dire, oui, on va évidemment les laisser bosser, et on a envie de voir Doncic et les Mavs devenir un contender, voire un favori un jour au titre, mais avec quelques attitudes, quelques blessures, quelques choix aussi. C'est la question que je me pose. Voilà, c'est ça. J'ai Oui, pas envie. c'est une Ça question. me frustrerait que les Mavs n'arrivent pas un jour à offrir à Oui. Doncic le fait de pouvoir jouer. C'est des le- questions légitimes qu'on pourra se poser en 2022. Moi, c'est ça que je me dis. Moi, je pense plutôt, qu'il faut leur tu vois. laisser du temps quand Moi même. Je peux aussi, pas de fou. demander. Mais je t'ai pas dit qu'il fallait tout bazarder dans 3 semaines. Non, mais là, ça fait 3 ans que l'équipe se construit pour progresser d'année en année. C'est pas les Lakers. Tu fais venir LeBron James et Anthony Davis et tout de suite tu vas être champion NBA. Là, je pense qu'ils sont sur une construction un petit peu à moyen terme et rajouter pièce par pièce. Il faudra faire le bilan dans 2 ans. Ouais. Même cette année, Si tu vas pas en playoff, déjà, on pourra en Mais discuter. qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans avec Porzingis qui est là, qui est tout le temps pété et qui sera tout le temps pété dans 2 ans? Ça, moi, honnêtement, je vois pas comment il va pouvoir évoluer. sais Et rien. toi, le premier, tu nous as dit, il arrive hors de forme, il veut défendre cacahuète, Mais il non, n'a du pas coup, une ça, super c'est- attitude. Mais tout ça, en fait, ça à prendre en compte quand même, parce que ça va dans 2 ans, c'est demain. En Parce que là, fait. tu es en train de me dire, dans ton propos là-bas, c'est de dire les Mavs vont peut-être pas l'entourer. Et finalement, tu me dis qu'en fait, Lucas, ça se trouve qu'il est pas fait pour aller en finale parce qu'il est hors de forme et il défend pas. Non, je te parle. C'est par rapport à ma question sur la. Moi, je crois qu'il a le talent et on l'a vu pour pouvoir être le leader d'une équipe qui un jour joue le titre et regarder des superstars yeux dans les yeux en finale. Et on a tous envie un jour de Mais voir ça. ils sont beaucoup dans ce cas-là. Après, il faut. Bah, pas tant que ça. Moi, je crois que. Ah bah, tu sais, quand quand on dit. même. Quand il dit souvent, Lillard, quand je trouve que c'est non, mais un souvent, super ouais, truc. mais pour moi, c'est. Alors, tu sais que j'adore Lillard, mais quand on dit souvent qui aujourd'hui te fait gagner un titre, on dit Kevin Durant, LeBron James. Voilà. Il y a que ces deux-là. Et allez, on peut dire. Allez, on va dire Kawhi. Ouais, Allez. tu peux dire Kawhi. Allez, voilà. Tu peux. Non, c'est pas aller. On peut Oui, dire on peut Kawhi. dire Kawhi. Mais je pense que Doncic aujourd'hui. Steph Curry, non? Oui, Si- Steph Curry. Bon, Steph Curry. Steph Curry, bien sûr. Ils sont Mais, 4. Voilà. Ils sont 4, mais je pense que Lucas peut T'as appartenir. bien fait de rajouter Steph Curry quand même. Ouais, non, mais t'as très bien fait. Moi, je pense que Lucas peut arriver vraiment à rentrer dans cette table-là, peut s'asseoir à cette table-là, mais pour ça, il faut. Moi, Moi, je j'ai vois quand même la LeBron- sensation que, tu vois, ils sont pleins à avoir ce talent-là. Après, il y a tous les autres facteurs qui te permettent d'aller un jour ouais. chercher le titre. Donc, voilà. Et là, on peut se poser la question, et je trouve que c'est là où ça devient légitime, c'est est-ce que les Mavs auront les bonnes intuitions pour bien l'entourer? Après- Moi, je continue à croire que après- Porzingis, c'était un très bon choix, une super Oui. opportunité, parce qu'ils ont pris aussi Tim Bien Hardaway Jr. pour que dalle, finalement. Donc, c'est une opportunité pour faire progresser ton équipe. Ils vont en playoff, ils ont pris de l'expérience. Maintenant, à voir. Après, ça- on Moi, je aura pense le que temps de Porzingis va faire juger. perdre du temps. Et puis c'est un Non, débat, non, mais non, c'est un non. débat que là tu fais que tu peux avoir sur plusieurs équipes. Ouais, oui. Tu peux le faire sur les Sixers aussi. Est-ce que Joel Embiid doit rester s'ils sont pas champions? Ouais, c'est clair. Tu peux le faire avec beaucoup de joueurs, et beaucoup Mais d'équipes. les Sixers sont plus en avance Bah alors, raison de plus, dans le raison de plus projet. pour dire que s'ils vont pas en finale, ils peuvent aussi vouloir se barrer, du coup. Oui, mais bon, jusqu'à présent, on a décidé de faire un débat sur les Mavs et les Sixers, c'était il y a 2 semaines. Mais Non, après, mais si tout vous ça voulez. pour dire que ce débat-là, tu peux le tenir avec beaucoup d'équipes NBA et sur beaucoup de joueurs. Mais Tous les joueurs, même. Mais c'est d'ailleurs ce qu'on fait beaucoup avec beaucoup d'équipes et beaucoup de joueurs. C'est D'accord. que, mais Doncic, il y a quelque chose de particulier autour de lui. Laisse le fils prodige. Mais je le laisse, moi. Bon, on a l'impression que je vous souhaite le pire, alors que pas du tout. Mais je te J'ai envie trouve- qu'il aille au Knicks. Mais non, 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 mais enfin, il serait le bienvenu, c'est pas la question. Mais moi, Alfred Payton fait la maille. Alfred Payton fait la maille. il se fait détruire le pauvre, alors qu'hier il Ah, était bon en plus. fort, hier. En plus, hier, il était- Bref, vous l'avez compris, je n'aime pas Lucas Doncic apparemment, au vu de mes Mais potes. non. Moi, je te dis, je suis un peu inquiet de la tournure des événements, de certaines attitudes individuelles. Moi, je crois que Porzingis
Porzingis, là pour le coup, je suis pas du tout d'accord avec toi. Ça va être une perte de temps parce que c'est important de construire des duos dans le temps Oui, tout à fait. et que je crois que Porzingis, ça sera jamais le numéro 2 qu'ils attendent. C'est un parti pris Donc, très intéressant. Après, il y a ce fantasme aussi européen, Bah ouais. letton, slovène. Ouais, mais ça, tu peux vite y revenir. Et souviens-toi à Toronto à l'époque, avec Bargnani, ça et tout, ils en sont revenus. Le temps qu'ils ont perdu au final. J'attends de voir le talent de Lucas dans cette équipe-là quand même à l'époque. Oui, d'accord, si Ah tu bah veux. oui, non, mais c'est- mais le talent de Lucas, il n'est pas à remettre en cause. Ce qu'il y a à remettre en cause, c'est ce qu'il y a autour de lui et un petit peu. Donc là, tu viens de me comparer quand même Bargnani à Porzingis. Oui. Ouais, c'est un peu dur. Hardcore, quoi. Calderon Bargnani, ça vaut à peu près Lucas Ah, Porzingis. encore, on est là pour me faire dire qu'on n'a pas dit. Moi, de toute façon, je pense que ce qui leur manque, c'est Emeric Janot. Ah oui, c'est voilà. vrai. Mais ça marche aussi pour les Clippers, ça. Hein. Ça marche aussi. Dites-nous dans les commentaires, vous, si vous êtes un petit peu inquiet pour les Mavs ou si c'est juste un concours de circonstances et que vous imaginez forcément que Luka Doncic un jour sera finaliste ou champion NBA avec les Mavs. C'est ce qu'on souhaite. Moi, je veux voir un jour Luka Doncic en finale NBA, c'est sûr, avec les Mavs. Mais j'ai quelques doutes sur cette franchise. Et dites-nous aussi si vous avez aimé mon tunnel du Mont Blanc il y a 10 minutes. C'est quoi Sans mon tunnel. Ah, beau tunnel. Allez, on a fait le tour sur Luka Doncic et les Mavs. C'était forcément passionnant. Il y a tellement de choses à dire. Sur le départ, donc. Hein. Et mais non, Mais je rigole. on va enregistrer cette séquence et Que dans je 5 rigole. ans, j'insulterai des mères. Donc, Oh non. pour dire que j'avais raison. On va sur le focus pour savoir s'il faut faire faute ou pas faute. Falta ou pas falta. C'est le focus. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Alors, est-ce que Luka Doncic est bien entouré? Oh non, pardon, là on est sur le focus. Est-ce que Lonzo Ball sera le star en Et 2044? est-ce que l'attaque des Gitans aura lieu du coup Alors, c'était pas l'attaque des Gitans, évidemment, C'est c'était les Gitans magiques, t'as dit. l'attaque des Titans. Il a mélangé Mais pas Snatch, il a mélangé Snatch et un bon gars. Gitan magique, c'est l'attaque des Titans. Les frères Lopez, ils n'ont rien à voir avec l'attaque des Titans. Erel, excuse-moi, tu n'auras rien. Tu ne te battras pas contre un frère Lopez. Le focus, pour revenir un petit peu, on va parler un petit peu de tactique et stratégie. On sait qu'en Europe, Steph, nous on a tous été éduqués en centre de formation et même en senior. Dès que tu es à +3 et qu'il reste 10 secondes et que l'équipe a la balle en face, tu fais faute pour donner 2 lancers francs et surtout pas prendre de 3 points pour t'assurer la victoire. En NBA, c'est pas toujours le cas. Et même si des choses sont en train de changer, tu peux nous parler un petit peu, toi, de quelle vision tu as de ça? Parce que c'est vrai qu'en NBA, des fois, on est très surpris par le fait que certains ne fassent pas faute. Moi, je suis partisan de faire faute déjà parce que aujourd'hui dans le basket, il y a tellement de talent offensif. Les mecs sont capables de mettre des paniers dans n'importe quelle position. Je me dis que c'est un peu un pari risqué en fait, et je préfère me lancer dans une bataille de lancer franc parce qu'après tu fais faute, après eux ils vont Faut marquer, refaire hein, faute. évidemment. Le match n'est Oui, pas gagné. bien Hein. sûr, mais je préfère me lancer dans une bataille de lancer franc plutôt que de jeter la pièce en l'air sur un mec qui en général va prendre le dernier tir à 3 points, qui est peut-être le meilleur attaquant ou le plus clutch en face, et qu'en général, quand t'es à -3 et que t'as un tir à 3 points à mettre, la pression, tu l'as pas. C'est plus facile, j'ai envie de dire, de mettre un 3 points pour égaliser que pour gagner. Donc moi je suis partisan de faire faute parce qu'au moins t'as la balle dans les mains. Tu contrôles ton destin en fait après. Tu as une remise en jeu à faire, tu as la balle dans les mains. Là, tu es dépendant de quelque chose que tu ne maîtrises pas, d'un talent, d'un mec d'en face, d'un tir improbable. Donc je préfère avoir le contrôle de mon match plutôt que le laisser dans les mains adverses. En fait. Moi j'ai l'impression que c'est vraiment un duel philosophique en fait. C'est un débat philosophique sur les coachs, l'orgueil. La tactique pure aussi. On voit quelques extraits là, puisque cette semaine, tes Mavs se sont fait cueillir par Booker, alors qu'ils étaient à +2. Déjà, ça me fait penser à Vincent Collet. On se souvient avec l'équipe de France. Alors là, +2, c'est un peu différent. Est-ce que tu fais faute à +2? Mais ça peut aussi se poser. La question se pose. Non, mais la question peut se poser. Non, mais admettons. +2, je la fais pas. Gros. Mais la question pourrait se poser. Certains le feraient. Parce que c'est l'histoire du destin entre les mains. Après, tout dépend après combien de temps il reste. Là, c'est trop compliqué parce qu'il y a des coachs qui préfèrent gagner en attaque en fait. Exactement. Égalité, c'est pas de problème. Moi, j'ai envie d'avoir la balle pour gagner. Tout à fait. Et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment un débat philosophique. Je pensais à Vincent Collet. On se souvient avec l'équipe de France une fois dans le vestiaire qui gueule. J'avais oublié de vous dire qu'il fallait faire faute. On se souvient de cette phase-là où il gueule. Il fallait tout vous dire. Oui, il fallait tout vous dire. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est pas les joueurs qui décident dans ces cas-là. On est tous d'accord. C'est vraiment les coachs. Et là, on rentre vraiment dans les philosophies. Moi, dans ma formation, à Paris, on a toujours mis la défense en avant. Donc voilà, les presses tout terrain, les athlètes qui prenaient les meneurs tout terrain pour donner du rythme défensivement et se créer des occasions et tout ça. Donc moi, si j'avais été coach, eh bien, je pense que j'aurais. Voilà. Et si j'avais une bonne défense, Faut pas faire faute là. Faut pas faire faute là. on peut se poser la question. Mais en tout cas, le coach, s'il pense avoir une très bonne défense, typique les Clippers, c'est-à-dire des très bons joueurs sur tous les postes qui tiennent leur duel, il peut se dire, on est assez fort
Et on a assez de certitude défensive pour défendre ce dernier tir-là, plutôt que d'aller faire faute et de s'envoyer une fin de match à la rallonge. Et cette semaine, au milieu du mois, on a vu un match où il y a eu 2 cas comme ça. C'est Denver-Phoenix. C'est le 23 janvier. Ouais, le 23 janvier. On a vu donc le premier match, c'est Phoenix, donc la fin du temps réglementaire. Phoenix mène de 3 points. Jamal Murray met un tir de très très haut niveau. Très dur. Mais on en revient à ta théorie, oui. Steph. Ouais, on en revient à ta Les théorie. mecs sont tellement forts C'est aujourd'hui. que c'est donc vrai. 3 points prolongation. Et dans la prolongation, c'est Denver qui mène de 3 points. Et là, c'est Jay Crowder. Encore, ils Sur- sont en galère. Hein. sur une action en galère, Jay Crowder qui met un panier. Mais moi, je suis complètement dans ta théorie. C'est que il y a souvent ce truc qu'on dit aux États-Unis, oh, good D, but better offense. Et ça arrive très souvent. Et le truc, c'est que en N3, en N2, en N1, à la limite, on peut. Il y a encore. De moins en moins. Mais tu l'as dit tout à l'heure, Nico Batum, tu l'as dit, les tirs de KD, Voilà. je museau, je suis sur lui. Donc quelque part, même si hier, du coup, j'en parlais aussi avec Nico pour lui dire, commencer dans les vestiaires avec les coachs par rapport à ces situations-là. On a vu que James Harden avait fait faute sur Nico Batum dans le match Brooklyn Clippers, ouais, tu vois là, on Tiens, voit, hop, la petite là faute. il fait faute. Là il fait faute justement, et il s'assure la gagne quelque part en faisant ça. Surtout que il y a un truc qui est important, c'est que tu emmènes le gars sur la ligne des lancers francs. Il a une chance de rater. Oui. Là, Nico, il se concentre, il rate le premier, il veut rater le deuxième, il le marque. Match gagné pour les Nets. Ouais, mais Donc ça te met aussi dans une situation où l'autre a quand même la pression Est-ce que- d'aller sur la ligne et de les marquer. est-ce que Steve Nash n'a pas cette culture aussi d'avoir joué des tournois, Possible. des tournois FIBA et d'avoir Ouais, cette mais culture Popovic, lui, il fait pas faute. Hein. Tu vois, avec Popovic, par exemple, pour le coup, on a revu le match Miami. 2013 là contre. Ça coûte un titre. Après, c'est philosophique. On se souvient aussi de Brown avec les Qui ça Pistons. Larry Brown. Larry Brown avec Larry. les Pistons sur le match 1 face aux Lakers. Bon, alors après, ils vont gagner 4-1. Mais le match 1, t'es aux Lakers. C'est match 2, je crois. Match 1, il me semble. Hein. Match 2, je crois, de mémoire. D'accord. Bon, Détroit bref. gagne le En premier tout cas, t'es en passe de gagner un match. T'es en passe de gagner un match aux Lakers, un match de finale. Et tu dis, non, vas-y, on va la jouer à l'orgueil, on va bien défendre parce que les Pistons Après, c'est la certitude culture. C'est la défensive. philosophie des La- Pistons. mais ouais, mais le problème, c'est qu'en face, t'as Kobe. Ouais, qui Alors, va mettre. tu fais faute, tu l'envoies sur le match 1 ou 2. Match 2, du coup. C'est match 2. Tu fais faute, et on n'en parle plus. Le match, il est gagné. Et du coup, Et pourtant, là, ça, c'est ce qu'on appelle une très bonne défense. Il l'oblige à prendre un tir de ouf, il saute pas, il a 1m50 de la ligne, Alors qu'il a une Mais- vraie opportunité de faire faute. et il a une vraie opportunité. Mais Parce que tu as des séquences parfois où C'est vrai. tu es en retard sur le machin, tu peux pas faire faute. là, Après- sur le dribble, tu peux faire faute. Oui, après quand il reste moins d'une seconde, avec faire faute c'est compliqué parce que tu sais que le mec il va prendre la balle, Tout à fait. il va armer tout de suite. Mais- Donc après, exactement. Mais tu vois, donc, hier, hier, Nico me disait au téléphone qu'ils avaient eu un débat quand ils avaient fait la vidéo, parce qu'ils vont jouer bientôt une des Phoenix ou je sais plus qui, ou les Nets ou le Denver peut-être. Donc ils avaient fait vidéo, et donc ils tombent sur ces séquences-là, donc de faute, pas faute à 3 points. Ils ont eu un débat dans les vestiaires pour dire qu'est-ce qu'on fait Alors, avec qu'est-ce Tyronn qu'ils Lue. ont dit Et certains, tu vois, notamment les Paul George et Kawhi, eux, ils sont plus en mode L'orgueil. l'orgueil. ouais, mais, Ouais, mais- absolument. C'est pour ça que je vous dis que c'est un choix de coach. Et que quand on parle des joueurs, l'orgueil va toujours prendre le dessus. Tu es toujours sûr d'être le meilleur, d'être Surtout le meilleur au States, défenseur. où il n'y a, Alors, pas- pour eux, il y a pas un mec qui est meilleur que lui. Ouais, ça c'est vrai. Bon, ça marche aussi dans les petits niveaux, hein, malheureusement, et c'est pas toujours vrai. Mais c'est pour ça que c'est une décision de coach, mais moi, qui doit se prendre en début de saison. C'est-à-dire que quand tu fais ton training camp et tout ça. Non, mais Après, quand je tu dis dois ça, t'adapter à la configuration du match. je sais, mais en fait, il faut que tout le monde l'ait en tête. Et dans la configuration du match, en fait, tu sais qu'avec la fatigue, le bruit, bon, pas en ce moment, il suffit qu'il y ait un mec qui s'oublie et ça peut te mettre dans la merde. Quand c'est une consigne très claire en début de saison, en disant parfois, dans certains matchs, on va le faire. Les gars l'ont dans la tête, l'ont assimilé. Mais ça veut dire que c'est une philosophie que tu as vraiment pris en amont. Mais Steph, Et ça t'évite les dingueries dans les fins de match. Steph, il y a 2 semaines, Après, il y a 2 semaines, au commentaire de Asvel Olympiakos, t'as pété les plombs, t'as hurlé, t'étais vraiment pas content, tu m'as régalé, parce que justement, il y a une situation comme ça, l'Asvel mène de 3 points, il y a sortie de temps mort d'Olympiakos, c'est Sloukas donc, qui prend la balle, David Lighty ne fait pas faute tout de suite, il le laisse un peu gagner du terrain, changement sur le pic, et il y a le jeune pivot Ice qui est un peu cramoisi, qui fait pas faute, 3 points, et ils perdent en prolongation. Un match de Euroleague important. Et en plus, Olympiakos décide de faire la remise en jeu dans leur partie défensive, parce qu'en Euroleague, sur les deux T'as le dernières minutes, choix. tu peux choisir où tu veux prendre le truc. Mais là, la consigne avait été clairement passée. Elle a été clairement passée à David Lighty au temps mort pendant 20 secondes. En faire faute, le problème de David Lighty, c'est qu'il n'est pas allé en pression de Costas Lucas tout de suite et il était en retard. Il a voulu gagner du temps. Il a voulu gagner un peu de temps. L'écran est arrivé très vite. Ils ont switché. Donc David Oh là Lighty était là. plus sur le joueur. Après, on demande à un gamin de 23 ans qui fait le match de sa vie, qui est cramoisi, qui a joué 25 minutes. Et Costas Lucas, les Grecs. Là, c'est une les erreur Grecs- de joueur, les Grecs, ça. là, c'est une erreur de joueur. C'est une- Clairement, c'est pas différent, ouais. La consigne est passée. C'est Bah, une erreur ouais. de joueur. Et donc, on peut revenir au speech de Vincent Collet dans le vestiaire que TJ Parker. Ouais, mais là, je avoir. reviens à ce que dit Thomas aussi, c'est que si tu as, dès le début de l'année, une Ah philosophie claire et claire, c'est que les joueurs et coachs parlent le même langage. Et là, la preuve, Enfin, on l'a vu avec ouais, Lasvel, finalement, c'était pas Ouais, le mais cas. quand t'as temps mort juste avant et que les 30 premières secondes, tu passes ton temps à dire dès que Lucas a la balle, tu fais faute. Je sais, mais une fin de match, Steph. Tu veux reprocher quoi au coach La dernière fois, j'ai
Ah, mais je reproche rien, moi. J'ai vu un temps mort des Wizards, Bradley Beal, gros, il était sur la table comme ça, il s'en bat les Ouais, mais couilles. ça, c'est la NBA. Je sais que c'est la NBA, mais ça arrive que les joueurs sur les temps morts soient un peu déconcentrés, regardent leur meuf dans les tribunes, j'en sais rien. C'est la réalité de l'être humain. T'es pas obligé d'être concentré. Et la preuve, c'est que finalement, la consigne n'est pas En suivie. tout cas, les choses évoluent un petit peu en NBA parce que je me souviens qu'au milieu des années 2000, on se tabou, posait, gros, on se tabou, posait la c'est question impossible. mais pourquoi ils font pas faute? Ouais. Parce qu'en Europe, on faisait faute. quand tu leur posais la question, il y a pas de problème, je me tu souviens, veux me parler. je me souviens Boris, tout ça, Boris Dio avec qui j'avais discuté, qui me disait non, mais ils font pas, c'est pas culturel. Voilà. On défend, on gagne comme ça. On voit que les choses sont en train un petit peu de changer. Mais en même temps, tu t'assures une victoire, quoi. Bah oui. Mais est-ce que les choses sont pas en train de changer aussi parce que la NBA est un peu plus ouverte aussi sur l'Europe et l'international. Est-ce qu'on peut pas aussi imaginer que, alors c'est vraiment une théorie comme une autre, est-ce que les télés, la NBA au global, poussent plutôt vers des fins de match pour qu'il y ait des gros tirs et donc pas des fautes de merde parce que c'est aussi important, les fins de match où il y a 15 lancés, c'est la pire pub pour le basket. Enfin, là, t'es dans la théorie du complot alors là. Pas du complot, mais de... Non, mais après, là, on a En plus fait, droit. ça m'a Thomas- pas les couilles de TNT si je dois gagner un match. hein. c'est pour ça que je te dis que c'est une théorie. Non, mais mais- moi, si je suis TNT, j'ai pas envie de voir des fins de Alors, match à attends, rallonge. juste Voilà, pour c'est finir, ça. là, quand tu es à plus 3, faire faute, d'accord, mais quand tu es à plus 2 ou plus 1, tu fais pas faute. Plus un, Enfin, c'est sûr. Plus 1, Bon, c'est tu vois, sûr, mais même à plus 2. Plus 2, si t'en prends un grand sur la ligne... À plus 2, c'est une philosophie parce que là, pour le coup, moi, à plus 2, je fais pas faute. ouais, moi non plus. Pour le coup, je fais pas faute. Mais il y en si- a- si- mais si par- Christophe Denis, par exemple, souvent, me dit, moi, il préfère faire faute et gagner avoir la balle. le match en attaque. Ça dépend qui t'as dans l'équipe. Coach Malakoff. Bah oui, mais on gagne les matchs à Malakoff, Enfin, figure-toi. gagner, hein, parce qu'il y a On pas de gagne des saison, hein. matchs. On en a Saison gagné un blanche. cette année. On a 100% de victoire. Voilà. Avec Christophe Denis, oui, il a 100% de victoire cette saison avec Malakoff. Bravo, Christophe. C'est un Mais super oui. débat philosophique en tout cas. Mais c'est vrai que voilà, ça fait partie aussi des philosophies de coach. Mais les choses sont en train de changer et c'était bien d'avoir un petit peu votre avis là-dessus. Après, Voilà. après, les coachs ont sûrement des stats sur le nombre de matchs gagnés, sur les fins de possession à plus 3, faute, pas faute. Après, c'est toujours pareil, t'es à plus 3, c'est manqué la balle, fais pas faute, gros. hein. Mais si c'est Kevin Durant, vaut mieux faire faute. Oui, dit comme ça, t'as raison, oui. Quoique, méfie-toi. Bon, Apple Beck, non, Apple Gay, c'est ça qu'on veut. faute, Bah oui. faute ou pas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va pas falloir en faire beaucoup pour le quiz parce que j'ai envie de le gagner celui-là, j'ai la haine. Allez, c'est le quiz tout de suite de Tom Cialavino. It's Lillard. He got the shot off. Allez, c'est parti pour le quiz. C'est demi-tarif. C'est Allez, on parti. fait tourner les serviettes. Et je commence à m'y faire à ce micro, je sais pas pourquoi. Bon, je vais montrer autre choc. En plus, il y a Stephen. Vraiment, j'ai de la chance. Mais t'as une grande carrière, hein. Pas autant que ta femme, mais une super carrière. Et oui, mon one man show commence. Celle-là, elle est écrite. Je peux dire que Allez, là, hop, je lui passe. Oh, alors, quiz en 3 parties. On commence avec une petite énumération. Est-ce que vous pouvez me donner le top 10 des pays qui ont été le plus représentés dans l'histoire de l'NBA, hors États-Unis évidemment? Canada. Ah, donc, Attends. Tu as le droit de commencer. Et c'est évidemment les premiers avec 52 joueurs en tout. Ok. Vas-y, Erwan. C'est chacun son tour. Ouais, c'est une énumération. Vous avez dit le Canada, la France. Oui, deuxième, 36. L'Espagne. L'Espagne, oui, allez, 9e, 17. Ouh là, bon. Ok. La Serbie, Serbie, 3e, 32. forcément. La Croatie. Croatie, oui, elle est 6e, 23. Et là, tout de suite, ça devient. Il me manque quoi L'Australie. L'Australie, 4e, Bravo. Ouais. 27. Ah. Sebastasuna Mera, Italie. Non. Aïe, 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 l'Italie, ils sont 15e à peu près. Allez, oh La table. J'ai envie d'aller sur le Nigeria. Ouais. Nigeria, ils sont 5e. Bravo. Ouais, j'ai pas 24. pensé à l'Afrique. Eh oui, c'est ça ton problème. Qu'est-ce qu'on aurait pu. Ah. Les Argentins. Les Argentins, c'est les 10. Ah non, ils sont 11e. Allez Oh non. L'Argentine. Il restait Porto Rico, le Brésil et l'Australie, on l'a dit, Nigeria, Croatie, Allemagne. Allemagne. Et les Allemands. Ouais, t'es Et mauvais, les t'es mauvais, t'es mauvais. Allez, t'es on mauvais. enchaîne avec un... Polareur fulminant. Il est tout rouge. On enchaîne avec un J'ai déjà. Bon, tu connais Oui. le principe. Ouais, merci. Allez, On va avoir qu'à une proposition. c'est ça. Pour revenir dans le jeu, il faut que les deux autres aient parlé, c'est ça? J'ai déjà, Oui, Après, ça regardez ça arrive l'émission. rarement. j'ai déjà daté une tchèque sans parler la langue. Tom Serville. J'ai déjà inscrit 35 points C'est le bien. 3 février 2003 contre Seattle. Et c'est mon record de points. Et j'ai déjà été All-Star en 2004. Et j'ai déjà été All-Rookie First Team en 2001. Chez nous, donc. Et j'ai déjà joué pour les Knicks lors de la saison 2013-2014. Et j'ai déjà joué 2 finales NBA en back-to-back au début des années 2000. Et j'ai déjà terminé ma carrière chez les Bucks. Attends. Et j'ai déjà été drafté en première position de la draft
Kenan Martin. Kenyon Martin, Oh, et j'ai putain. déjà joué avec un bandeau. Oh là, on est arrivé sur la fin, il Bravo. restait le bandeau. Hein. Bravo. Bravo, Bien Thomas. joué. Ah ouais. J'ai déjà un fils qui joue dans la ligue. Tu vas pas Tout à le fait. faire, ça. Oui, oui. Il joue pas encore dans la ligue, non? Il est à la fac, non? Il est à la fac, il est à la je crois fac, qu'il est pas encore non. drafté. Je sais plus. Ok, écoute. On vérifiera demain. Hein. Bon, on Bien. enchaîne, on finit avec Très, qui très suit, bon. hein, Ouais, parce très que là, bien, ça a été celui-ci. dur. Hein. Ouais. Très bien, Kenan Martin, bravo. Kenyon, oui, bravo Thomas. 2-0 Tout à fait. à peu près. Comment ça, vous êtes rigolo, hein, partout. Ah non, L'autre, il c'est dit oui. Argentine. L'autre, il dit oui, C'est tranquille en Erwan qui a plus. gagné, Maintenant, c'est vous Erwan êtes fou, en fait. Il ne Ça, dira oui. jamais non. Allez. Jamais. Je suis né le 26 février 1977 à Patterson, New Jersey. Ruben. Pat. Grand joueur par la taille, je m'impose rapidement dans mon high school et je rejoins la grande université de Villanova en 96. Je n'y resterai qu'une saison. Mes stats, 17 points et 6 rebonds, mais aussi près de 2 steals et 1 compte par match. Qui se vend Nord. Non, il Doucement, on a deux réponses. Hein. Ah ouais. Ok, bah, t'as pas précisé. Mes stats et mon potentiel intéressent les scouts NBA. Je décide donc de me présenter à la draft 97. Ce sont les Nets de New Jersey qui me sélectionneront dans le top 10, mais qui m'enverront directement chez les Sixers contre Keith Van Horn. Ah, c'était pas mal finalement. Hein. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, pas mal. Pour ma saison rookie, je serai starter presque toute la moitié de saison. J'inscrirai près de 11 points et j'apparaîtrai même dans la All Rookie Second Team. Putain, Théo Ratliff. Non. Putain. Mais le début de ma deuxième saison dans la ligue est plus compliqué. Les Sixers s'impatientent. À la mi-saison, je suis échangé avec Scott Williams aux Bucks contre Gerald Honeycutt et Tyronn Hill. Hein Convaincu de mes qualités, les Bucks sont en moi. Répète la phrase. Honeycutt. Honeycutt. Comment il s'appelle Honeycutt. Non, mais son prénom. Gérald. Gerald. C'est pas Tyler. Non, ok. Il est décédé, lui. Convaincu Ouais, de je mes sais. qualités, les Bucks voient en moi le potentiel d'un futur bon joueur, voire une star. Mais au fil de mes 4 saisons, je ne m'installerai jamais. Ou alors que lors de la 5e. Qu'est-ce que je viens de dire? Je ne comprends pas. Je ne m'installerai... Mais au fil de mes 4 saisons, je ne m'installerai que lors de la dernière saison dans les 5. J'inscrirai plus de 14 points. Au Auquel Bucks. je rajoute 5 rebonds, 2 passes et une interception. Pardon? Au Oui, Bucks. oui, au Bucks. Oui. Ok. Durant mon passage aux Bucks, Ray Allen dira de moi, s'il le veut, il peut devenir le meilleur joueur de la ligue. Putain, c'est qui ça? Mais pourtant, Milwaukee m'échangera le 16 février 2004 au Knicks. Jérôme James. Non. En 2004, au Knicks? À mon arrivée, j'inscrirai presque 16 points, ma meilleure moyenne en carrière. Très bien lancé dans ce début d'année, j'arrive en pleine bourre en playoff. Mais au bout d'un match, je subis une vilaine faute face aux Nets. Et je me blesse. C'est le début d'une grosse embrouille avec Kenyon Martin, que je traiterai à plusieurs reprises durant ma carrière de soft guy. Surf C'est Guy. qui ça? Attends, Knicks qui est passé par les Bucks? Même si je suis dans le 5, la saison d'après est plus L'intérieur. compliquée pour Ah, c'est moi. pas un gros, là, qui est devenu gros, là. Malik Rose, ça, Moi, je le pense poste Non. 4 Kevin de Cato. 2m08, je pars du côté des Bulls en 2005. Putain, je vois pas du tout qui c'est, gros. Mais je ne jouerai que 3 matchs dans la franchise de MG, gêné par les blessures. À peine 6 mois plus tard, et je pars aux Suns. Aux côtés de Steve Nash, je jouerai 26 match dans Tim l'Arizona. Thomas? Tim Thomas, oui. Remplaçant de luxe d'Amares Stoudemire. Oui, bravo. Allez, ben, pour un gars qui l'avait pas du tout, et c'est venu vite quand même. Ah oui, c'est Tellement. mon prénom, Je croyais que c'était un pivot, moi, en fait. Ouais, moi aussi, Bah ouais, c'est un mais- peu beau, j'ai- Très grande taille. Ah ouais, Très grande taille. je m'attendais à un mec de 2,08, non, mais 2,08, t'es c'est un un gars bâtard, sympa. en fait. Très grande taille. Tim Thomas avec la. 2,08, c'est pas un petit. Non, mais d'accord, mais. Ah bah. Une très grande taille, c'est 2,15. Voilà, dégage. Oh là Ouais, là. il casse-toi, vas-y. J'ai dit, il était très grande taille moi, dans pour- sa jeunesse. Personnellement, 2m08, grande taille, ça m'a aidé pour Ouais, ouais. Voilà, merci. J'ai quand même précisé qu'il n'avait que 5 rebonds dans Mais sa t'as été carrière. très bon. Tu Non nous as mais j'en ai bien marre. T'as été Bon bah très bravo bon. Thomas. Bah deuxième- merci, écoute. Hein. Je suis sur quoi? Belle 3 victoire. 4 de suite, Erwan? Possible, ouais. Non, t'en as gagné une il n'y a pas si longtemps. Mais Ouais, tu dois être à deux- deux. T'as gagné deux la semaine de suite, dernière. deux de suite, La semaine deux de dernière, avec toi. Bref, Je bon, me mon rappelle. Steph, ça fait un grand plaisir de te revoir. On te revoit bientôt. Ouais, je peux revenir, même si je parle beaucoup. Non, 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 non. Mais il va y en parler pendant 6 mois. hein. mais Il va t'es- changer les noms des groupes et tout. hein. Vraiment, On fait un t'es- filage. Quel susceptible tu l'as. Bon, écoute, on te revoit la semaine prochaine. Toi, n'hésite pas à articuler un petit peu mieux. Ça nous arrangera tous. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour le First des Show de jeudi. Et on a des annonces qui arrivent bientôt. Ouh là là. À vous dire, on a plein de choses à vous Mais attention à raconter. Lucas Doncic. Restez bien avec nous. Attention à Lucas Lucas Doncic dans 5 ans. Et dans 5 ans, Lucas Doncic ne sera plus au match. Voilà, allez, ciao.